Question du jour. Au regard du droit, les relations sexuelles relèvent-elles de l'obligation entre partenaires dans le cadre du mariage? Une Française, soutenue par des associations féministes, vient de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir l'idée que le mariage n'est pas une servitude sexuelle. Cette Française avait été considérée comme fautive par la justice française pour avoir refusé des rapports sexuels à son mari. Le devoir conjugal peut-il être invoqué en la matière? Bonjour Anne-Marie Leroyer. Bonjour. Vous êtes professeure de droit privé à l'école de droit de la Sorbonne et on vous doit notamment le droit de la famille aux presses universitaires de France. Alors cette Française porte maintenant son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, de ce que j'ai entendu, puisque, comme je vous l'expliquais, les décisions ne sont pas accessibles pour l'instant encore, et de ce que j'ai lu comme vous dans la grande presse, cette femme aurait été condamnée pour faute, au motif justement qu'elle se refusait à avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Et la faute est un motif de divorce. Alors, dit comme ça, effectivement, c'est un peu choquant. C'est même très choquant, puisqu'on sait par ailleurs que depuis un certain nombre d'années, il y a une politique très ferme de lutte contre les violences conjugales et de répression des violences sexuelles, et qu'en particulier le législateur a progressivement mais fermement inscrit dans le code pénal l'existence d'un viol entre époux. Alors, ça paraît paradoxal. D'une part, n'est-ce pas, d'exiger le consentement aux relations sexuelles, puisque, en l'absence de consentement, eh bien, il y a agression, viol, et puis d'autre part, d'indiquer que les époux sont tenus à des relations sexuelles. C'est là où se trouve le paradoxe, extrêmement bien dénoncé par ces associations, sur lequel il faudrait revenir pour y voir un peu plus clair. Et pour autant, c'est apparemment une décision judiciaire. Alors, effectivement, vous n'avez pas, Anne-Marie Leroyer, les motivations de cette décision, mais apparemment, cette décision, elle n'est pas nouvelle, puisque je crois qu'il y a eu une décision de la Cour de cassation, donc en septembre dernier, sur une affaire qui, elle, date de 2019 à la Cour d'appel de Versailles. Alors, c'est cette affaire-là, en réalité, dont la presse se fait écho. Cette femme ferait actuellement un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais il y a des décisions de jurisprudence antérieure. Que disent-elles ? Voilà. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est assez étonnant, puisque, au travers de ces décisions, on voit comment le juge dessine en réalité une certaine morale sexuelle. Le juge, en réalité, puisqu'il doit apprécier la faute dans ces circonstances, rentre un peu dans la chambre à coucher des gens. Il va ainsi, et la jurisprudence décide par exemple que le fait de ne pas avoir de relations sexuelles, alors il ne s'agit pas d'une fois, de refuser une fois, mais le fait de ne pas avoir de relations sexuelles de manière répétée et continue, sans motif légitime. Alors qu'est-ce qu'un motif légitime ? Alors, le motif légitime peut être lié à l'âge, à l'état de santé, parfois même aux pratiques sexuelles demandées. Alors, cette jurisprudence a tendance à considérer dans ces circonstances qu'il y a alors une faute qui est susceptible soit d'engager la responsabilité civile du conjoint, soit de conduire à un divorce pour faute. Alors, évidemment, on ne peut qu'être étonné le constat que fait le juge alors, parce qu'on le voit bien rentrer dans les chambres à coucher et s'interroger, mais alors, dans quel état de santé doit être le conjoint pour pouvoir refuser les relations sexuelles, combien de temps, et toutes ces questions qui paraissent complètement ahurissantes aujourd'hui, mais qui traduisent parfois autre chose. Mais alors, parce que c'est quand même assez paradoxal, Anne-Marie Leroyer, parce que le terme de devoir conjugal n'existe pas en droit. Alors, il n'existe pas dans le Code civil. Mais alors, parce que le même temps, lorsque vous vous mariez, vous vous engagez à la fidélité. Oui. C'est-à-dire à une inscription a priori de votre vie sexuelle commune au sein du foyer. Alors, le Code civil prévoit divers devoirs. Il y a un devoir de fidélité, et puis il y a un autre devoir, qui est le devoir de communauté de vie. Et sous cette expression, qui a été introduite dans le Code civil en 1970, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Sous cette expression, on entend la communauté de vie signifie l'obligation de vivre ensemble, la communauté de toi, et l'obligation d'avoir des relations sexuelles, ce qu'on appelle par décence la communauté de lit.
C'est sous cette expression assez large, communauté de vie, que la jurisprudence a construit cette double obligation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas avant 1970. Parce qu'on a toujours entendu que les relations sexuelles étaient un des éléments du mariage, notamment parce qu'elles s'inscrivent dans une des finalités du mariage qui était celle de 1804 et qui a perduré quand même, qui est la procréation. Mais alors, justement, parce qu'aujourd'hui, en 2021, ce qui choque dans cette décision, c'est que la communauté de vie, ce que l'on appelle donc en droit la communauté de vie, semble primer sur le consentement des individus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et de surcroît, on voit que cette femme faisait allusion, enfin dans ce qui nous est rapporté, à des problèmes de santé, on voit son âge, etc. Et donc, même en dehors de cela, même s'il s'agissait d'une femme en très bonne santé et jeune, on ne voit pas comment est-ce que, effectivement, on peut à la fois condamner pour faute, c'est ce que je disais au début, Bien sûr. à la fois condamner pour faute et à la fois insister sur la liberté, en fait, de cela. C'est pourquoi, en réalité, parfois, ces décisions traduisent autre chose. Elles traduisent autre chose, c'est-à-dire qu'elles traduisent le fait que l'absence de relations sexuelles est un indice, est accompagné d'autres éléments qui traduisent l'injure, l'absence de respect. Et c'est là que se situe la faute. Alors, il y a des circonstances parfois de violence, d'insulte, d'irrespect qui traduisent une faute que les juges peuvent retenir. Là, on est dans un autre domaine que les relations sexuelles et on peut comprendre. Mais quand on est strictement sur le domaine des relations sexuelles, c'est absolument incompréhensible. Est-ce que ça ne veut pas dire finalement, Anne-Marie Leroyer, vous qui êtes professeure de droit privé, que l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité. Alors, il y a d'autres termes aussi. Et puis donc la notion de communauté de vie, ça c'est l'article 215. Est-ce que tout cela n'est pas tout simplement caduc ? Alors vous emportez dans la caducité toutes les obligations du mariage. Puisque cette communauté de vie, elle se heurte au consentement des individus qui aujourd'hui priment ou devraient primer sur tout le reste. Oui, mais il ne s'agit que de la question des relations sexuelles. Là, ce dont vous parlez, il s'agit de toutes les autres obligations du mariage, dont la fidélité. Alors, feriez-vous une corrélation entre la fidélité et l'obligation aux relations sexuelles dans le mariage ? C'est le législateur, puisqu'il associe l'article 212 à l'article 215 sur la communauté de vie. Le législateur n'associe pas. Ce sont des obligations qui sont énumérées, en quelque sorte. Et il est vrai que cette association, historiquement, est à faire parce qu'on a longtemps conçu le mariage comme un lieu d'encadrement des relations sexuelles. Et la fidélité pourrait s'expliquer de cette manière, mais pas uniquement. Merci Anne-Marie Leroyer. Je renvoie à votre droit de la famille aux presses universitaires de France, 7h23 sur France Culture.